Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 novembre 2025 et notre ami, notre frère, Carl Jacopo, est avec nous. Bon retour parmi nous, Carl. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Je suis heureux d'être de retour parmi vous. Permettez-moi de commencer par le cas de l'Ukraine et le nouveau plan en 28 points des États-Unis. Il semble que le gouvernement américain en ait été satisfait. Bien que, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un ait publié le document, et nous savons désormais quels points y figuraient. J'ignore si ce sont les Américains, les Ukrainiens ou les Russes qui l'ont divulgué. Mais en regardant la situation en Ukraine, et ce que Donald Trump essaie d'y faire, il a déclaré, eh bien, je ne sais pas si vous avez vu cela, il a fait une remarque lorsqu'il parlait après une rencontre avec Mamdani, le nouveau maire de New York. À la suite de cette réunion, des journalistes lui ont posé des questions sur l'Ukraine, et voici ce que Donald a dit. Permettez-moi aussi de vous interroger sur ce plan concernant l'Ukraine. Le président Zelensky a déclaré aujourd'hui que son pays risquait soit de perdre un partenaire, soit de perdre sa dignité. Il y a eu des critiques selon lesquelles cet accord, vous voulez dire qu'il ne l'aime pas. C'est pas clair. Il était en quelque sorte, eh bien, il devra s'y faire. Et s'il n'aime pas ça, alors il devrait simplement continuer à se battre, je suppose. Sa suggestion, cependant, était que s'il ne l'acceptait pas, les États-Unis retireraient leur soutien à l'Ukraine. Eh bien, à un moment donné, il va devoir accepter quelque chose. Il ne l'a pas encore fait. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, dans le bureau ovale, il n'y a pas si longtemps, j'ai dit « Tu n'as pas les cartes en main ». N'oubliez pas, j'ai hérité de cette guerre. Cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Je ne l'aurais jamais laissé se produire. J'ai hérité de cette guerre et je pensais qu'il aurait dû conclure un accord il y a 1 an, 2 ans. L'accord ultime aurait été qu'elle ne commence jamais. Ça aurait été le bon accord. Cela aurait pu être fait aussi si vous aviez eu le bon président. Mais vous n'aviez pas le bon président. J'ai juste oublié de dire, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime, car cela nous aide à toucher plus de monde. Colonel, quand vous regardez Donald Trump et la façon dont il parle de l'Ukraine, d'un côté, on voit que le gouvernement américain, l'administration, s'y intéresse. Je dirais qu'ils veulent mettre fin au conflit en Ukraine le plus vite possible. Ils n'aiment pas ce conflit en Ukraine. Mais d'un autre côté, du côté russe, ils ne veulent pas voir un nouvel accord de Minsk II avec les États-Unis. Quelle est votre opinion à ce sujet? Eh bien, tout d'abord, nous en avons parlé de nombreuses fois, et tout le processus intellectuel que vous avez avec les décisions de Donald Trump, parce que, encore une fois, il veut économiser de l'argent. Il veut rendre l'Amérique à nouveau grande. Par conséquent, il ne veut pas s'enliser dans des guerres sans fin qui coûtent énormément d'argent et empêchent la recherche et le développement, l'éducation, les infrastructures, et tout cela dans son propre pays. Donc je peux comprendre l'idée de base de s'éloigner de toutes ces guerres interminables et extrêmement coûteuses, tant en vies humaines qu'en finances. C'est la première chose. Et Donald Trump est un homme d'affaires. Il veut restaurer la puissance des États-Unis. Là encore, on peut être pour ou contre, mais le fait est que c'est sa politique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne veut pas quitter l'Ukraine, parce que évidemment, le conflit ukrainien est un conflit qui a été déclenché, commencé, initié et alimenté par les États-Unis, en particulier sous l'administration Biden. Ce conflit est devenu, eh bien, on pourrait dire que sous l'administration Biden, il est devenu presque une guerre privée entre la famille Biden et la Russie. Il y a un moment où l'on ne voit plus vraiment ce qui peut être accompli.
Il y avait l'idée d'affaiblir la Russie. D'accord, pourquoi pas? Mais une fois qu'on constate que cela ne fonctionne pas, une fois qu'on voit que toutes les sanctions imposées produisent exactement l'effet inverse, pourquoi continuer? C'est le deuxième point. Et Trump l'a compris, que c'est une guerre inutile, du moins à ce stade. Et le troisième point est que, et Donald Trump l'a probablement compris, lorsque les récents rapports sur ce qui se passe à Pokrovsk, à Kupiansk et ailleurs sont parus, il a sans doute réalisé que l'image du conflit qu'il avait reçue de Zelensky et de ses conseillers ne correspondait pas aux informations provenant du terrain. Par conséquent, il a probablement eu le sentiment d'avoir été trompé par l'administration Zelensky. Et à ce moment-là, il a aussi compris que l'Ukraine n'était pas sur la voie de la victoire, que cette victoire n'a jamais été sérieusement définie ni par l'Ukraine, ni par les Européens, ni d'ailleurs par les États-Unis. Et au-delà de l'idée de victoire, celle de la défaite de la Russie n'a jamais été définie non plus, ce qui signifie que personne ne sait vraiment ce que l'on cherche à atteindre avec ce conflit. Et ce que nous voyons sur le terrain, surtout au cours de l'année écoulée, c'est que les Russes dominent le champ de bataille. Et encore récemment, il y a seulement quelques semaines, le ministre français des Affaires étrangères a déclaré « Eh bien, la Russie ne gagne pas. Elle est vaincue, car en un an, elle n'a réussi à conquérir que 1% du territoire ukrainien. » Et c'est en grande partie la vision que nous avons en Occident. Puisque la Russie ne gagne pas ou ne progresse pas territorialement, elle perd donc, et les Ukrainiens sont plus forts. Mais la réalité est plus nuancée que cela. Souvenez-vous de ce qu'a dit Vladimir Poutine le 24 février 2022. Il a affirmé que l'objectif était la démilitarisation. Il a ajouté la dénazification, mais la démilitarisation. La démilitarisation. L'idée était d'avoir une armée ukrainienne plus faible, incapable d'attaquer, d'influencer ou de nuire à la population russe en Ukraine. Il devait donc y avoir une forme de démilitarisation. Je vous ai dit ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères. Il affirmait qu'en 1000 jours, les Russes n'avaient pas réussi à conquérir plus de 1% du territoire ukrainien. Si l'on regarde ce qui s'est passé pendant ces 1000 jours, et je l'ai vérifié moi-même, je suis allé sur un site ukrainien qui recense les pertes. Il faut le considérer avec beaucoup de prudence, car le décompte repose en partie sur des algorithmes et d'autres estimations. Donc je ne le prends pas comme un relevé parfait des pertes ukrainiennes. Mais au moins, c'est une référence. Le site s'appelle wartars.org. Selon lui, au cours des 1000 derniers jours, les Ukrainiens ont perdu plus de 600 000 personnes. Des soldats, je veux dire, 600 000 tués. Ce qui signifie que lorsque vous vous souvenez de ce que Poutine a dit, le problème n'était pas le territoire, il s'agissait de détruire un potentiel. Donc il ne s'agit pas de pourcentage ni de kilomètres carrés, mais du nombre de personnes tuées. Nous ne savons pas exactement combien d'Ukrainiens ont été tués, combien de soldats ont été tués. C'est la raison pour laquelle j'ai mentionné ce site web, wartar.org. Et encore une fois, il y a plus de 600 000 morts, ce qui signifie qu'en réalité, malgré ce que nous pensons en Occident, la Russie est en train de gagner sur le terrain, atteignant ses objectifs. Parce qu'au bout du compte, ce qui détermine si l'on gagne ou si l'on perd dépend des objectifs que l'on s'est fixés au départ. Si l'on se fixe des objectifs ambitieux et qu'on ne parvient pas à les atteindre, on peut dire « bon, d'accord, c'était trop ambitieux, on n'a pas réussi ». Si l'on avait le bon objectif et qu'on a réussi à l'atteindre, alors on a réussi. Point final. C'est aussi simple que cela. Le problème, c'est que l'Occident n'a jamais reconnu les objectifs fixés par les Russes. Au lieu de cela, il a défini ses propres objectifs,
comme s'emparer de l'ensemble de l'Ukraine, remplacer le gouvernement à Kiev en le renversant, et ainsi de suite. Des objectifs qui n'ont jamais été énoncés par quiconque en Russie. Mais ce sont les objectifs occidentaux. Donc on peut dire, eh bien, ils n'ont pas atteint leur objectif, donc ce sont des perdants. Les objectifs fixés par les Russes étaient en réalité extrêmement réalistes. Tragiquement réalistes, pourrait-on dire, mais réalistes. Et le fait est que, lorsqu'on regarde le champ de bataille aujourd'hui, la Russie est en train de gagner. Il faut donc réfléchir à cette situation. Plus nous attendons, moins il est probable que l'Ukraine gagne d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, il est moins probable que la Russie soit vaincue. À un moment donné, il faut prendre une décision. Et à la lumière de ce que vous voulez accomplir, si vous dites « Eh bien, nous voulons que la Russie soit empêtrée dans une guerre sans fin », alors vous prolongez la guerre. Mais si vous dites « Nous voulons préserver l'Ukraine parce que nous voulons la défendre ou la protéger, ou peu importe, nous soutenons l'Ukraine », alors il y a un moment où ce conflit doit cesser. Et c'est exactement le calcul de l'administration Trump. Cela contredit la politique américaine jusqu'à présent, mais en réalité, c'est la décision la plus rationnelle que l'on puisse prendre. Lorsque vous parlez de ce document en 28 points qui a fuité, et nous pourrons probablement en parler plus tard, si vous le comparez à la proposition faite par les Européens, vous pouvez voir qu'il y a une énorme différence. Et la différence, c'est que l'on voit bien que les Européens ne cherchent pas à parvenir à un accord. Ils continuent sur la même voie qu'ils suivent depuis le début. Ils doivent affronter la Russie. Il y a seulement quelques jours, Kaja Kallas, la première ministre de l'Estonie, a déclaré que l'Europe avait un plan en 2 points: vaincre la Russie et soutenir l'Ukraine. Autrement dit, le premier point est de vaincre la Russie, le second, de soutenir l'Ukraine. Nous sommes tous d'accord pour dire que Kaja Kallas n'est pas la personne la plus brillante du lot. Tout le monde le comprend. Néanmoins, cela montre exactement l'état d'esprit des Européens face à ce conflit. C'est devenu extrêmement émotionnel. D'ailleurs, cela l'a toujours été. C'est fortement motivé par, eh bien, on peut même dire, la russophobie que l'on observe dans les États baltes et en Pologne. Ce sont les véritables moteurs du conflit, si l'on regarde du côté européen. Et ce n'est probablement pas une coïncidence si Kaja Kallas, qui fut une première ministre très peu performante de l'un des plus petits pays de l'Union européenne, est désormais responsable de la politique étrangère de l'UE. Elle n'a pas su gérer un pays de 1,3 million d'habitants, et maintenant, elle est censée diriger la politique étrangère de près de 400 millions d'Européens. Ainsi, nous voyons que le simple fait qu'ils aient choisi ou décidé de nommer Kaja Kallas ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne montre exactement vers quelle direction l'UE se dirige. À aucun moment dans ce conflit, à aucun moment, l'Union européenne n'a été capable de proposer une quelconque solution diplomatique ou politique. Ils n'ont même pas essayé. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que nous avions, comme je l'ai dit, le plan en 20 points. Le plan, la proposition ou le document américain qui a été publié à la fin de la semaine dernière. Et hier, dimanche, les Européens ont présenté leur propre plan. Mais c'est intéressant quand on y regarde de plus près. Ils ont simplement repris le plan américain et modifié quelques points, ce qui signifie qu'ils n'ont même pas leur propre vision de la question. Ils ont simplement modifié les points qui ne leur convenaient pas. Ils ont juste apporté des changements au document américain, ce qui signifie qu'ils n'ont absolument aucune capacité à se forger leur propre opinion sur ce conflit. Ils doivent prendre la position américaine comme base.
En plus de cela, nous avons vu récemment, surtout lors de ces différentes réunions de la soi-disant coalition des volontaires. Il y en a eu une, je me souviens, à Londres. Après cette réunion, ils ont publié une déclaration commune affirmant qu'ils saluaient une diplomatie active. Nous parlons évidemment des Américains, car même si les Européens disent qu'ils saluent une diplomatie active pour résoudre le conflit, ils n'ont en réalité rien mis en œuvre sur le plan diplomatique. Ils ont coupé tous les canaux de communication avec la Russie et n'ont fait absolument aucun effort pour les rétablir. Je parle des canaux diplomatiques. Au moins, juste après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump plus tôt cette année, la première mesure qu'ils ont prise a été de rétablir des relations diplomatiques normales entre les États-Unis et la Russie, restaurer les ambassades, le personnel diplomatique et tout cela afin de mettre en place une sorte de cadre juridique pour rouvrir la communication. Et sur cette base, toutes les discussions qui ont suivi ont pu avoir lieu. Mais d'abord, il faut rétablir ces relations. Les Européens n'ont même pas essayé de le faire. Cela signifie qu'aujourd'hui, les Européens sont complètement coupés des Russes. Et c'est un point intéressant, car après la publication ou la fuite du plan de Trump, les Européens ont dit « Eh bien, nous devrions être impliqués dans le processus. » Mais pour quelle raison? Quel est exactement le rôle de l'Union européenne? On peut dire que les Américains, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, sont les médiateurs dans ce conflit. Je reconnais que c'est assez étrange, mais il y a une explication intellectuelle à cela. Ou peut-être que l'administration Trump disait « Eh bien, c'était la guerre de Biden. Ce sera la paix de Trump. » D'accord, soit. C'est assez étrange si l'on considère les États-Unis comme une entité, mais je peux suivre le raisonnement de Trump, disant « Ce n'était pas ma guerre. Je ne la voulais pas. » C'est exactement ce qu'il a dit d'ailleurs dans la courte vidéo que vous avez montrée. « Ce n'est pas ma guerre. Je ne la voulais pas. » Donc maintenant, ils peuvent assumer le rôle de médiateur. D'accord, très bien. Et donc, ils participent aux discussions entre Ukrainiens et Russes. Mais quel est exactement le rôle des Européens? Ils ne sont évidemment pas des médiateurs, et ils affirment ne pas être impliqués dans le conflit. Je veux dire, ils le soutiennent activement par la rhétorique, le discours, le financement, l'équipement militaire, et ainsi de suite. Ils le soutiennent, mais ils disent « Eh bien, nous ne faisons pas partie du conflit. » Et maintenant, ils veulent participer aux négociations. Vous voyez donc, nous sommes dans une situation où, encore une fois, les Européens dépassent toute approche réaliste. Ils sont complètement émotionnels, totalement irrationnels depuis le tout début du conflit, et ils ne sont même pas capables de comprendre ce qui est en jeu. Et j'irais même jusqu'à dire qu'ils veulent délibérément ignorer ce qui est en jeu pour les deux parties dans le conflit. Ils font leur guerre par l'intermédiaire des autres. Et c'est pourquoi ils veulent que les Américains restent impliqués en Europe, parce qu'ils préfèrent que les Américains soient engagés dans le conflit plutôt qu'eux-mêmes. C'est aussi pour cela qu'ils soutiennent l'Ukraine, lorsqu'ils disent par exemple qu'ils utilisent l'Ukraine. Et souvenez-vous encore, Kaja Kallas, ce qu'elle a dit il y a seulement quelques jours, je crois le même jour que la citation précédente que j'ai mentionnée. Elle a dit que c'était une bonne affaire de soutenir l'Ukraine plutôt que de faire face à une victoire russe. Autrement dit, c'est exactement ce que disait Lindsey Graham. C'est une bonne affaire de faire la guerre à la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine, car nous ne dépensons aucune vie américaine, seulement de l'argent. Très bien, c'est un bon rapport coût-efficacité. Et c'est exactement ce que l'on retrouve en Europe. Je veux dire, ils ne veulent pas s'impliquer eux-mêmes, mais ils préfèrent que d'autres le fassent.
les Ukrainiens et les États-Unis. Parce que l'idée est d'affaiblir la Russie. Ils n'ont pas la moindre intention de véritablement soutenir. Je dirais même qu'ils n'ont aucun respect pour la population ukrainienne. Ils veulent simplement nuire aux Russes. Et quand on écoute ces États baltes et tout le reste, ils ne parlent pas tant que ça de l'Ukraine. La chose la plus importante pour eux est d'affaiblir la Russie. Et on peut le voir simplement en observant l'ensemble du processus de ces deux documents. Je parle de deux documents parce qu'il y a le plan américain et la contre-proposition européenne. Cela montre exactement la faiblesse intellectuelle, politique et diplomatique de l'Europe dans tout cela. Et je pense que ça devrait sérieusement inquiéter les gens, car ils n'ont rien accompli et ne sont pas capables d'accomplir quoi que ce soit. C'est le premier point. Ils ne comprennent même pas la situation. Ils ne comprennent pas qu'ils ne peuvent rien obtenir avec leur politique. Donc, encore une fois, c'est tragique dans une certaine mesure, car au bout du compte, ce sont les Ukrainiens qui en paient le prix. Karl, en ce qui concerne les points essentiels du 28e plan, l'un d'eux est le plafond fixé à la taille de l'armée ukrainienne, 600 000 hommes. C'est un sujet très sensible pour les Russes, car tu sais, nous approchons des 4 ans de conflit en Ukraine, et ils parlent à nouveau de 600 000 soldats prêts, ou que cela représenterait l'avenir de l'Ukraine, soutenant d'une certaine manière l'idée de maintenir une armée importante. Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie, à ton avis? Est-ce la même chose qu'avant? Parce qu'avec l'accord de Minsk II, il n'y avait pas ce genre de discussion. Tout portait sur la partie orientale de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, l'état d'esprit de la Russie à l'égard de l'Ukraine a complètement changé. Je ne sais pas si cela est même reconnu par l'administration Trump. Eh bien, il y a plusieurs choses différentes ici. Tout d'abord, quand on parle des chiffres, 600 000 devaient représenter une réduction des forces, et j'ai vu différents chiffres. Je ne suis pas sûr que les gens aient compris cela. De plus, il faut noter qu'il existe apparemment différentes versions de ce plan en 28 points. Quand je l'ai consulté, j'ai vu la version publiée par le Financial Times vendredi dernier, le 21. Mais il y a d'autres versions. Une autre a été publiée par un député ukrainien, Hosiarenko, qui diffère considérablement de la version américaine. Mais je ne sais pas exactement. Nous devons également reconnaître et probablement admettre que ces documents ne sont pas la version finale, mais qu'il s'agit vraisemblablement de documents de travail, comme les soi-disant non-papiers utilisés pour élaborer des idées, des arguments et d'autres éléments de ce genre. Je pense donc qu'il s'agit d'un document de travail et nous devrions le considérer comme tel. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu dire, par exemple, que l'armée ukrainienne avait été réduite de 40%. Or, je vois le chiffre de 600 000, et si une réduction de 40% aboutit à 600 000, cela signifie que l'Ukraine disposait d'une armée d'environ 1 million d'hommes. Si vous vous en souvenez, c'est ce que Zelensky a affirmé à plusieurs reprises, qu'il disposait d'une armée d'1 million d'hommes et qu'il voulait utiliser cette armée d'1 million pour atteindre la mer d'Azov et détruire ou repousser les Russes, et ainsi de suite. Donc, tout cela vient probablement de cette hypothèse, car en réalité, il n'existe absolument aucun document montrant que l'armée ukrainienne ait jamais atteint le niveau d'1 million. Par conséquent, cette réduction à 600 000 est pour moi une pure fantaisie. L'armée ukrainienne, à ma connaissance, et si vous consultez le site de l'organisation World Data que j'ai mentionné précédemment, indique la taille des forces actives de l'armée ukrainienne.
force of the Ukrainian army. And essentially, you see that the Ukrainian army has barely. Essentiellement, on constate que l'armée ukrainienne n'a guère dépassé les 450 000 soldats pendant la guerre. Cela signifie que si l'on réduisait ce chiffre de moitié, on atteindrait un niveau d'environ 220 000. Donc 600 000 est extrêmement exagéré. Mais encore une fois, ce qui est plus intéressant, c'est de voir ce que les Européens proposent pour l'armée. Et ils suggèrent 800 000. Cela montre exactement l'état d'esprit des Européens. Ils ne veulent pas résoudre le problème, ils veulent l'aggraver. Et vous voyez, vous savez, j'ai une formation en renseignement et j'applique certainement des méthodes de renseignement lorsque je fais des analyses et des choses de ce genre. Je suppose que tous ces gouvernements disposent également d'agences de renseignement, de services de renseignement et d'unités d'analyse capables de dire combien de personnes se trouvent dans l'armée ukrainienne, A, et B, ce qui est en jeu dans ce conflit. Et en disant que l'armée ukrainienne devrait compter au maximum 800 000 soldats en temps de paix, cela signifie que ces gens-là ne veulent pas aller vers la paix. C'est clairement une provocation contre les Russes. Et c'est là que l'on voit exactement ce qui me frappe dans tout cela. L'esprit, l'état d'esprit, la mentalité de ceux qui sont censés aider à résoudre une crise. En réalité, ils n'ont absolument aucune intention de la résoudre. Au contraire, ils veulent l'aggraver. Et c'est, je pense, extrêmement préoccupant. Voici donc ce que je peux dire à propos de ces chiffres. Ils sont manifestement exagérés. Je ne sais pas quel devrait être le bon chiffre. Encore une fois, il y a aussi quelque chose qu'il faut mentionner, car ce document, comme je l'ai dit, à mon avis, et puisqu'il en existe différentes versions, me donne la ferme impression qu'il ne s'agit que d'un document de travail. D'ailleurs, je crois que nous avons parlé des avoirs gelés il y a quelques semaines, ou quelque chose comme ça. En tout cas, dans la discussion sur les avoirs gelés, le Premier ministre belge a dit « Eh bien, comment pouvons-nous définir ce que nous faisons de ces avoirs ?» Parce que s'il y a un accord entre la Russie et l'Ukraine, en général, c'est le vainqueur qui décide de ce qu'il advient de tout cela. Donc, si nous décidons soudainement de faire quelque chose avec les avoirs gelés et que les Russes disent autre chose, cela signifie que nous sommes piégés et que nous devrons rembourser les Russes sans aucune discussion. Cela veut dire que, parmi les Européens, certains comprennent que nous nous dirigeons vers une victoire russe. Et dans ce cas, ce sont les Russes qui définiront exactement les conditions. Vous pouvez citer tous les chiffres que vous voulez aujourd'hui. Mais au bout du compte, lorsque les Russes gagneront, ils diront « Eh bien, si vous ne voulez pas discuter, si vous n'acceptez pas nos conditions, nous continuerons la guerre. » Et en fait, c'est exactement ce qu'a dit Vladimir Poutine, je crois que c'était vendredi, lors de la réunion du Conseil de sécurité russe. Il a déclaré, eh bien, si les Ukrainiens refusent l'accord ou refusent de négocier, cela nous convient, car nous poursuivrons alors l'opération militaire et atteindrons notre objectif par la force militaire. Donc nous ne sommes pas inquiets. Vous savez, toute la logique derrière ces accords et les conditions fixées par les Européens reposent sur l'hypothèse que les Russes perdent beaucoup plus que les Ukrainiens. Et donc, nous pouvons nous permettre d'imposer des conditions, car les Russes n'ont pas d'autre choix que d'accepter ce que nous disons, puisqu'ils perdent tellement. Mais la réalité, c'est que, et je pense que tout le monde le sait maintenant, enfin, pas les journalistes, pas les politiciens, pas les soi-disant élites politiques en Europe, mais si vous parlez à de vrais professionnels, à ceux qui ont, disons, une compréhension solide du conflit dans le domaine du renseignement et des choses de ce genre,
Tout le monde comprend que l'Ukraine perd bien plus que les Russes. On ne peut pas dire exactement quel est le rapport des pertes, mais les Ukrainiens perdent assurément plus que les Russes. Plus de vies, plus de matériel, tout. They are definitely losing more equipment than the Russians. They are definitely losing more territory from than the Russians. Ils perdent clairement plus de territoire que les Russes, et des choses de ce genre. Donc cela signifie que les Russes, il n'y a pas, et c'est exactement d'ailleurs ce que Donald Trump disait dans la courte vidéo que vous avez montrée. Zelensky n'a aucune carte en main. Les Européens n'ont aucune carte en main. Donc, quand on n'a aucune carte, il faut tout faire pour attirer les Russes dans l'accord, pas pour le rendre peu attrayant. Parce que, au final, c'est exactement ce que dit Poutine. Eh bien, s'ils n'en veulent pas, pour nous, si nous poursuivons l'opération militaire, c'est très bien, car nous pouvons nous le permettre. Et c'est là que l'on voit cette faiblesse intellectuelle que nous avons dans la sphère politique européenne en général. Carole, d'une certaine manière, ce qui se passe en Ukraine reflète le même type d'état d'esprit qui prend forme en Europe, la militarisation de l'Europe. Car si l'on souhaite une Ukraine souveraine, qu'elle soit dans la partie occidentale ou centrale du pays, il faut prendre en compte ces 800 000 soldats. Comment nourrir cette armée? Quel est le plan? Parce que l'avenir de l'Ukraine n'a aucun avenir avec ce genre d'état d'esprit. Oui, non, absolument. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, mais encore une fois, cela illustre l'illusion dans laquelle se trouvent les Européens. Aujourd'hui, il faut admettre que les Américains ont compris que la guerre ne peut pas continuer ainsi, car sinon ils perdront lourdement, et la défaite sera si évidente qu'elle sera politiquement extrêmement lourde pour tout le monde. Non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour tous ceux qui ont poussé à poursuivre la guerre. Nous sommes donc dans ce genre de situation, et c'est intéressant, car au lieu d'avoir une certaine réflexion ou d'essayer de penser au problème, d'identifier de nouvelles façons de le résoudre, de nouvelles solutions, de nouvelles propositions, et tout cela, au lieu de cela, l'Europe tend à devenir encore plus radicale dans son approche. Cela a été illustré il y a seulement quelques jours par une déclaration du chef d'état-major de l'armée française. Il est l'équivalent du président des chefs d'état-major interarmés aux États-Unis, le chef d'état-major des armées en France, le général Fabien Mandon. Il a déclaré que chaque famille en France devait être prête à sacrifier ses enfants. Cette déclaration a suscité l'indignation sur l'ensemble de l'échiquier politique français, ainsi que parmi les citoyens, car beaucoup se sont demandé de quoi parle-t-il. La France n'est pas en guerre avec la Russie. Nous sommes loin de l'Ukraine. Nous ne sommes censés faire partie d'aucun conflit. Nous ne voyons pas et nous ne pouvons pas identifier de raison, de justification ou d'objectif pour que la Russie attaque la France. Alors de quoi parle-t-il? Cela reflète aussi l'état d'esprit déclenché par Ursula von der Leyen lorsqu'elle a déclaré que l'Europe devait se militariser. Elle avait en réalité ce grand projet de remilitariser l'Europe. Et encore une fois, si l'on y réfléchit, quelle en est la logique? Il n'y en a absolument aucune. C'est uniquement alimenté par le récit, selon lequel la Russie aurait attaqué l'Ukraine sans raison et aurait simplement voulu étendre son propre territoire. Et donc, une fois qu'elle aurait commencé avec l'Ukraine, pourquoi ne pas continuer avec les États baltes, avec la Pologne, et ainsi de suite? C'est donc fondé sur un récit élaboré exclusivement en Occident. Un récit que les Russes n'ont jamais évoqué d'aucune manière. De plus, les Russes ont explicitement expliqué pourquoi ils sont entrés en Ukraine. Mais puisque personne ne veut reconnaître les véritables raisons de cela, bien sûr, si on les exclut,
il ne reste qu'une multitude d'autres explications. Recréer l'Empire tsariste, l'Union soviétique, ou tout ce que l'on veut. On peut trouver toutes sortes de justifications. C'est exactement là où nous en sommes. Et c'est extrêmement préoccupant. Car encore une fois, je viens du renseignement stratégique. Le renseignement stratégique est précisément la branche du renseignement qui conseille les décideurs, les plus hauts décideurs, à savoir les ministres, les gouvernements et ainsi de suite. C'est la raison d'être du renseignement stratégique. Alors, qui a conseillé ces personnes? Qui les a conseillés? Qui a conseillé le chef d'état-major français lorsqu'il a déclaré que la France devait se préparer à la guerre? Qui l'a conseillé? C'est extrêmement grave. Cela révèle un profond dysfonctionnement au sein de l'appareil de défense, une incapacité à comprendre la menace telle qu'elle est réellement. Et l'on peut aller plus loin en disant que nous avons sous-estimé la Russie depuis des années. Certainement, au cours des 3 dernières années, nous avons gravement sous-estimé les capacités russes. Nous avons sous-estimé leur capacité à combattre, leur potentiel militaire, leur potentiel économique, leur capacité à maintenir des relations diplomatiques avec le reste du monde. La Russie n'est absolument pas isolée. Elle est isolée de l'Occident, mais pas du reste du monde, tandis que l'Occident, lui, est devenu isolé du reste du monde. Et nous le voyons, je veux dire, nous n'en discutons pas aujourd'hui, ça dépasse notre sujet, mais toute la question de la dédialogisation et tout ce qui s'y rattache va précisément dans le sens d'un reste du monde cherchant à échapper à la menace des sanctions économiques et autres venant de l'Occident. Cela signifie que le fossé entre le reste du monde et l'Occident se creuse. Pendant ce temps, la Russie a élargi son réseau, renforcé ses relations avec le reste du monde, sans même parler de la Chine, qui est évidemment le pays le plus puissant du monde aujourd'hui. Nous voyons donc que l'Occident a constamment sous-estimé la Russie et le reste du monde, y compris la Chine d'ailleurs. Mais ils prennent des décisions à ce sujet. Encore une fois, si votre chauffeur de taxi sous-estimait la Russie, vous diriez « D'accord, pense ce que tu veux, pas de problème ». Mais lorsque ce sont des décideurs stratégiques qui commencent à commettre ce genre d'erreurs stratégiques, sous-estimer un pays comme la Russie, alors on se dit qu'il y a un problème. Il existe un dysfonctionnement profond au sein de nos établissements dans leur ensemble. Car il devrait bien y avoir quelqu'un, quelque part dans le système, pour dire « Attendez, stop, nous allons dans la mauvaise direction ». Mais en Europe, cela ne semble pas affecter la logique qui sous-tend les décisions économiques ou politiques. Et bien sûr, en Europe, il y a un facteur supplémentaire qui complique les choses. Les Verts, les écologistes, et tout cela, ce qui complique encore l'ensemble. Et c'est aussi un gros problème en Allemagne et dans d'autres pays. Quoi qu'il en soit, le fait est que nous voyons l'économie européenne décliner. Les entreprises ferment, le chômage augmente, l'inflation est plus élevée. Bref, tout va de travers. Le déficit budgétaire s'accroît dans tous ces pays et nous voulons encore continuer à soutenir l'Ukraine dans un conflit pour lequel nous n'avons aucun objectif clair. Même l'idée d'affaiblir la Russie ne fonctionne pas, car nous voyons que la Russie, au contraire, s'améliore. Et c'est la raison pour laquelle, en mars de cette année, c'est d'ailleurs mentionné dans l'accord en 20 points, il a été décidé d'assouplir les sanctions contre la Russie. Mais si vous écoutez ce que Vladimir Poutine a dit en mars de cette année, lors du congrès annuel des industriels et des entrepreneurs, il a déclaré que les sanctions étaient systémiques contre la Russie. L'Occident veut nous affaiblir, et donc il maintiendra ces sanctions sous une forme ou une autre. Nous devons donc apprendre à vivre avec elles. Et en fait, il a dit quelque chose de très intéressant d'ailleurs.
Il a affirmé que les sanctions nous avaient en réalité poussés à nous améliorer. C'est intéressant, car on voit aujourd'hui par exemple ce qui se passe en Chine. Il y a cette lutte entre les États-Unis et la Chine à propos des semi-conducteurs. Les États-Unis ont imposé une interdiction de fournir certains semi-conducteurs à la Chine. Et maintenant qu'ils sont en train de perdre cette bataille, ils ont commencé à réautoriser la fourniture de certains types de semi-conducteurs à la Chine. Mais maintenant, c'est la Chine qui interdit les semi-conducteurs occidentaux. Pourquoi? Parce que les Chinois ont compris que si l'on ne peut pas importer de semi-conducteurs, cela aide en réalité son propre secteur à trouver des solutions. Cela stimule la créativité, cela soutient l'innovation, la recherche de nouvelles approches. Et les Chinois ont été extrêmement créatifs d'ailleurs, pour trouver de nouvelles solutions afin de contourner l'interdiction des machines de lithographie et tout le reste. Donc oui, les sanctions peuvent probablement causer un certain tort au début, mais elles aident aussi un pays s'il dispose de ressources. Et la Russie a des ressources, la Chine a des ressources. Ce qui signifie que tant qu'il est plus pratique d'acheter un produit fini plutôt que de le développer, on continuera à le faire. Mais si vous ne pouvez pas l'acheter, alors vous devez le produire. Et c'est un stimulant pour l'économie, un stimulant pour l'industrie, un stimulant pour la recherche et le développement. En fait, la Russie a bénéficié des sanctions. On ne peut pas simplement considérer les sanctions à leur valeur nominale. Il faut comprendre quelles en sont les implications. Et les Russes, et Vladimir Poutine en particulier, ont clairement compris que les sanctions ne sont pas une punition, mais une opportunité. C'est exactement ce qu'il a déclaré en mars de cette année. Ce qui signifie que lorsque vous essayez d'amener la Russie à conclure un accord contraignant avec l'Ukraine en disant « Eh bien, nous lèverons les sanctions », cela ne fonctionne pas vraiment ainsi. La Russie a déclaré « Eh bien, nous ne sommes pas très intéressés, car nous avons développé d'autres outils, nous avons développé d'autres solutions. Et en fait, les sanctions stimulent notre économie. Elles ont en réalité un effet positif. » Nous voyons ici que du côté occidental, nous avons une compréhension extrêmement simpliste de nos relations avec la Russie, et avec d'autres également. Ce n'est pas limité à la Russie. J'ai mentionné la Chine simplement comme exemple, mais en réalité, la relation entre l'Europe et la Chine est exactement la même. La relation entre les États-Unis et la Chine souffre du même problème. Nous avons tendance à sous-estimer les capacités des autres. We tend to underestimate the capabilities of others. We tend to look at the problem just as face values. Nous avons tendance à examiner le problème uniquement à sa surface et par conséquent à ignorer ce qui est réellement en jeu derrière, alors que d'autres ne le font pas. Si vous voyagez en Russie ou en Chine, vous verrez que les gens y sont extrêmement bien éduqués. Le niveau moyen des individus est très élevé, bien plus élevé que celui de l'Occident d'ailleurs, et probablement bien plus élevé que celui de nos dirigeants politiques. Ce n'est pas difficile, d'ailleurs. Nous voyons donc que ces pays ont un potentiel immense, et par conséquent, on ne peut pas simplement les attirer avec des mesures simplistes. Il faut aller plus en profondeur. Et c'est exactement ce que montre ce plan. Pour cette raison, je pense que les Russes ont compris. D'ailleurs, c'est aussi ce que Vladimir Poutine a déclaré vendredi au Conseil de sécurité nationale. Il a dit, « Eh bien, ce document constitue une bonne base de discussion. C'est tout. » Je pense que les Russes sont très conscients que ce document ne peut pas simplement être pris tel quel. Il doit être retravaillé, il doit faire l'objet de négociations. Chaque point doit être discuté entre les parties, à savoir la Russie et l'Ukraine, sous la médiation des États-Unis. Et cela, je pense, est un fait reconnu. Mais on ne peut pas simplement l'accepter tel quel.
Ce n'est qu'une base de discussion. Je pense que les Russes l'ont parfaitement compris, alors qu'en Occident, nous avons tendance à considérer ce document comme achevé. Ce n'est pas le cas, et les Russes ne le voient certainement pas ainsi. Exactement, Cal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Merci. Thank you. Merci.